48 heures ont brisé 20 ans d'immobilité dans le Sahel, comme si deux chronologies inconciliables s'étaient soudain percutées pour révéler une faille longtemps ignorée. Ce paradoxe brutal, une région figée contre une décision fulgurante, a mis en lumière la manière dont Ibrahim Traoré a transformé l'attente imposée en méthode active, faisant passer la réaction tardive à une anticipation structurée. Alors, que signifie pour le public un territoire capable d'inverser son rapport au danger et de reprendre le contrôle de son propre rythme? Et si cette accélération inattendue annonçait un modèle plus durable qu'on ne l'imaginait? L'offensive éclair d'octobre 2025 ne promettait pas seulement une victoire tactique. Elle offrait au public une clé de lecture rare pour comprendre comment un territoire longtemps soumis pouvait réapprendre à décider par lui-même. Cette histoire révélait surtout un bénéfice essentiel, formulé en 12 mots. La souveraineté n'est solide que lorsqu'elle s'appuie sur une cohérence partagée. Ce principe, simple mais décisif, changeait la manière d'observer le Sahel, car il reliait la sécurité locale, la maîtrise technique et la capacité institutionnelle à avancer sans dépendre de structures extérieures. Les enjeux devenaient soudain tangibles. Si la région parvenait à maintenir cette cohérence, elle pourrait stabiliser ses communications, consolider ses marchés émergents et garantir la continuité des décisions dans un environnement marqué par les ruptures. Un modèle né d'une contrainte peut-il devenir durable lorsqu'il affronte ses propres limites? Cette question, suspendue en arrière-plan, définissait l'attente du public. Découvrir comment une méthode née dans l'urgence pouvait devenir un cadre opératoire capable de tenir face au temps, aux pressions et aux frictions régionales. Deux faits surgirent presque simultanément et formèrent le premier. Un signal intercepté avant l'aube du 2 octobre 2025, puis une modification discrète dans la manière dont les armées sahéliennes interprétaient leur propre flux de données. Ces deux éléments déclenchèrent une bascule stratégique mesurable. La chronologie du danger cessait enfin de dicter la chronologie de la décision, inversant un schéma resté dominant pendant près de 20 ans. C'est dans cet interstice temporel presque imperceptible dans les rapports, mais immense sur le terrain, que se structura la logique qui guiderait l'offensive. Autour de Ouagadougou, des indicateurs jusque-là dispersés commencèrent à converger. Mouvements atypiques aux frontières, dépôts de carburant isolés, prenant soudain l'allure de points chaudes, signaux faibles captés sur les sans filtre extérieurs. Le désert, habituellement immobile, révélait une activité nouvelle, résultat de mois d'efforts pour reprendre la lecture du terrain. Cette transformation ne naissait pas d'un hasard. Elle reposait sur une doctrine AES en consolidation, capable de mailler des réseaux chiffrés, d'unifier des protocoles et de tester des scénarios anticipés. Dans les villages du Nord, Arbinda, Gao, Terra, la lassitude se convertissait en exigence. 2,5 millions de déplacés ne pouvaient plus être traités comme une statistique abstraite. À mesure que les informations se stabilisaient, un constat limpide émergeait. Si le Sahel ne définissait pas lui-même son propre champ d'action, aucun acteur extérieur ne le ferait sans coût humain colossal. Cette évidence donna profondeur à une mutation qui avançait déjà. En moins de 12 mois, des ingénieurs maliens, burkinabés et nigériens avaient bâti un laboratoire d'autonomie. Cartes radio artisanales, alertes locales et premiers drones assemblés sur place. Dans ce cadre recomposé, Ibrahim Traoré devint le garant d'un rythme nouveau, non pas une centralisation, mais la cohérence silencieuse d'un espace qui apprenait à agir avant d'être contraint. Le résultat était clair. Le terrain cessait d'être subi. Il devenait un espace maîtrisé, structuré par des décisions locales capables d'accélérer ou de ralentir selon leurs propres priorités. Au cœur de la mutation sahélienne, un officier burkinabé prit progressivement le rôle de fil conducteur.
Rien dans son parcours ne relevait du spectaculaire. Il travaillait dans une salle nue de Ouagadougou, éclairée par une ampoule vacillante, entourée d'une carte usée que ses hommes annotaient depuis des mois. Sa méthode reposait sur trois gestes simples: observer patiemment, partager la charge, décider ensemble, un triptyque discret qui devint le socle d'une cohérence nouvelle. Cette approche transforma d'abord la manière dont les unités percevaient leur mission. En cessant d'exécuter des directives venues de structures éloignées, les soldats retrouvèrent le sentiment d'agir pour un terrain qu'ils comprenaient réellement. Ce glissement psychologique, presque invisible au début, devint déterminant lorsque les premiers signaux convergèrent autour des frontières. Les échanges radio, autrefois brouillés par des outils importés, gagnèrent en clarté grâce aux améliorations introduites par de jeunes techniciens locaux. Deux micro-cases révélèrent la portée de cette logique naissante. À Bamako, une petite équipe de codeurs créa un réseau chiffré local capable de stabiliser les transmissions sans dépendre d'interfaces extérieures. À Niamey, un atelier improvisé assembla les premiers drones sahéliens dont le vol d'essai au-dessus des dunes prouva que des outils modestes pouvaient porter une autonomie longtemps jugée irréaliste. Ces avancées, minimes en apparence, changèrent pourtant la vitesse à laquelle les unités prenaient leurs décisions. Dans les villages frontaliers, une autre forme d'impact se dessinait. Les habitants, habitués à suivre des bulletins extérieurs, commencèrent à s'appuyer sur les radios locales, signe discret d'un récit en cours de réappropriation. Le terrain gagnait en lisibilité, les déplacements redevinrent mesurables et la population percevait que les décisions n'étaient plus suspendues à des délais imposés. Le «so what» tenait en une phrase. L'efficacité grandit lorsque le terrain devient intelligible. Avant l'aube, tout bascula. La veille encore, les états-majors sahéliens redoutaient une offensive méthodique dispersée dans le désert. Quelques heures plus tard, ils disposaient d'un réseau local suffisamment cohérent pour agir selon leur propre tempo. Ce passage du retard structurel à l'anticipation active fixa le ton de l'opération. À 04h30, l'ordre partit, bref, presque chuchoté. Les radios locales, stabilisées par les mises à jour techniques des mois précédents, s'alignèrent en quelques instants. Les positions se synchronisèrent avec une fluidité que personne n'aurait envisagée l'année précédente. Les drones sahéliens, assemblés dans des ateliers précaires mais précis, montèrent dans le ciel. Leur vol restait calme, presque anormalement calme, alors que les caméras révélaient des constellations thermiques ennemies disséminées dans le sable. Chaque transmission suivait désormais un protocole commun. Les unités comprirent qu'elles ne répondaient plus à un schéma extérieur. Elles façonnaient leur propre cadre opératoire. Dans les minutes qui suivirent, Ibrahim Traoré répéta une ligne devenue doctrine: définir le champ de bataille avant que l'ennemi ne le fasse. Activation. À 05 h 00, les batteries R5 du Burkina Faso rugirent. La première salve frappa les motos, cœur de la mobilité ennemie. La deuxième pulvérisa les dépôts de carburant. La troisième réduisit les tentes de commandement au silence. Le tout sans intermédiaire étranger. À Bamako, Niamey et Ouagadougou, les centres tactiques validaient les flux en temps quasi réel, illustrant la nouvelle cohérence régionale. Les lignes logistiques ennemies apparurent nettement: convois, dépôts, relais. Pour la première fois, le terrain se dévoilait selon une logique strictement sahélienne. À midi, la colonne principale adverse était aveugle. Le désert semblait s'être retourné contre elle. Les drones maliens guidaient des trajectoires précises, les unités nigériennes verrouillaient les accès, les soldats burkinabés progressaient à couvert des dunes avec une assurance inédite.
Dans les villages voisins, les habitants se réveillaient sous le grondement lointain des explosions. Un officier nota que la résistance ennemie perdait sa cohérence. Relais détruits, routes coupées, communications brouillées. Minute après minute, leur champ d'action se rétrécissait. La mécanique AES, intelligence rapide, mobilité permanente, unité de décision, montrait sa puissance. Chaque mouvement comptait, chaque correction se faisait en quelques secondes. L'autonomie, longtemps vue comme un idéal hors d'atteinte, prenait forme dans la poussière et le bruit. Au crépuscule, la fumée recouvrait Tindiban. Les soldats, épuisés mais lucides, comprirent qu'un basculement irrémédiable venait de se produire. Les 20 années d'humiliation semblaient s'effondrer en 48 heures. Aucun drapeau, aucun cri, seulement un silence lourd, celui d'une époque qui se termine. Dans les villages du Nord, les radios locales remplaçaient les bulletins étrangers, signe que le récit changeait de main. Cette fois, c'est nous, murmuraient les habitants. Les états-majors sahéliens constatèrent que, pour la première fois, la région contrôlait entièrement son tempo opérationnel. La victoire cessait d'être militaire. Elle devenait narrative. Elle redéfinissait qui observait, qui décidait, qui racontait. Et dans cette retombée du jour, une certitude s'imposait. La vitesse n'avait pas été un accident, mais un choix assumé. La rupture la plus nette de l'offensive sahélienne apparut à travers trois indicateurs concrets. Il ne relevait ni du symbolique ni du récit politique, il traduisait, chiffres à l'appui, le basculement d'un système longtemps dépendant vers une autonomie opératoire mesurable. Ces données constituaient la transition essentielle du baseline ancien, marquée par la lenteur, la dispersion et les délais imposés, vers un delta fulgurant où les unités locales gagnaient des heures décisives sur leurs adversaires. Premier indicateur, plus de 120 positions ennemies neutralisées en moins de 48 heures. Jamais, dans les opérations régionales précédentes, un tel volume n'avait été atteint en si peu de temps. Historiquement, des actions de même intensité s'étendaient sur une semaine complète. Ici, la dispersion ennemie, habituellement un avantage tactique, devint une faiblesse car chaque relais était cartographié, anticipé et ciblé à partir de signaux stabilisés. La vitesse résultait d'une circulation d'informations enfin cohérente. Ce premier chiffre faisait apparaître une évidence technique. Lorsque les antennes artisanales, les cartes radios redessinées et les drones locaux opèrent de manière synchronisée, les marges d'incertitude se réduisent au point de faire basculer l'équilibre du champ de bataille. Le delta par rapport aux années précédentes n'était pas seulement temporel, il traduisait la fin d'un cycle où la région subissait davantage qu'elle n'agissait. Deuxième indicateur, une zone d'opération d'environ 600 km. Ce périmètre, jadis trop vaste pour une coordination strictement locale, fut pourtant couvert sans aide satellitaire extérieure. L'architecture radio unifiée permit d'étendre la portée des transmissions, tandis que les drones sahéliens agissaient comme amplificateurs d'alerte et de cartographie. L'extension prouva que la logique sahélienne dépassait ses limites habituelles. L'importance de ce volume ne résidait pas uniquement dans sa taille. Elle tint au fait qu'il reposait sur 12 mois d'essais répétés, de corrections patientes et de stabilisation des flux. Le delta stratégique était clair. Là où l'on dépendait jadis d'interfaces externes, les équipes locales avaient bâti une capacité d'anticipation adaptée au terrain, au relief, au climat et aux contraintes propres au désert. Troisième indicateur, un taux de perte civile inférieur à 3%. Pour une opération de cette intensité, ce chiffre apparaissait inédit. Il résultait de la sélection minutieuse des cibles grâce aux flux d'images stabilisés et vérifiés en continu, ainsi que de procédures communes élaborées dès les premiers mois de l'AES.
Le taux montrait une discipline opérationnelle rarement observée auparavant. Ce pourcentage prenait, sur le terrain, une dimension humaine directe. Des familles préservées, des villages épargnés, des axes de circulation rouvrant plus tôt que prévu. En comparaison du baseline ancien, marqué par l'opacité, les retards et les risques collatéraux, ce delta témoignait d'une transformation structurelle dans la manière d'agir. Pris ensemble, ces trois indicateurs formaient un système cohérent. Ils confirmaient un an d'expérimentation technique mené entre Bamako, Ouagadougou et Niamey. Réseaux chiffrés résistants au brouillage, antennes locales optimisées pour les transmissions courtes, drones conçus pour les conditions du Sahel. Aucun effondrement, aucun trou noir dans les communications, aucun dysfonctionnement imputable à un acteur extérieur. Le terrain opérait selon sa propre logique. Dans les États majors comme dans les villages, ces données n'étaient pas des abstractions. Elles racontaient des routes sécurisées, des marchés reprenant forme, des camps de déplacés moins saturés. Les chiffres devenaient une preuve tangible que l'autonomie, longtemps espérée, pouvait enfin reposer sur un socle mesurable. L'offensive sahélienne d'octobre 2025 suscita deux lectures opposées, toutes deux cohérentes et appuyées sur des éléments concrets. La première, portée par ses partisans, voyait dans la rapidité d'exécution une preuve de souveraineté retrouvée. Selon eux, la neutralisation de plus de 120 positions en moins de 48 heures, la couverture d'une zone d'environ 600 km sans aide extérieure et le taux de pertes civiles inférieur à 3% démontraient la maturité d'un modèle capable d'agir selon son propre rythme. Cette lecture mettait en avant une autonomie construite pas à pas. Réseaux, chiffrés locaux, drones assemblés sur place, protocoles unifiés testés pendant 12 mois. Elle soulignait également qu'un territoire longtemps dépendant avait su transformer la contrainte en méthode, faisant du terrain non plus un handicap, mais un espace maîtrisé. La seconde lecture, plus critique, s'inquiétait d'un risque inverse. Pour ces observateurs, l'efficacité rapide pouvait masquer une concentration excessive du pouvoir militaire, susceptible de réduire à la guerre à long terme les contre-pouvoirs civils. Il redoutait qu'une autonomie opérationnelle trop verticale ne glisse vers une fragilité institutionnelle, surtout dans un environnement marqué par l'instabilité politique. Le cœur de leur argument reposait sur l'idée que la vitesse stratégique, si elle n'était pas régulée, pourrait engendrer des dérives difficiles à corriger une fois installées. Ce point de vue rappelait que les victoires militaires, aussi décisives soient-elles, ne garantissent pas automatiquement une stabilité durable. Le rebut-tal, cependant, s'appuyait sur les mêmes données pour nuancer la critique. Les trois indicateurs chiffrés montraient que la coordination sahélienne ne se fondait pas sur un pouvoir isolé, mais sur une architecture distribuée. Antennes locales, laboratoires techniques régionaux, transmission partagée entre plusieurs capitales. La faible proportion de pertes sur civils illustrait une discipline procédurale incompatible avec une dérive arbitraire. Surtout, les améliorations constatées sur le terrain, routes rouvertes, marchés réactivés, retour progressif de déplacés, témoignaient d'une dynamique où les structures locales gagnaient en résilience plutôt qu'en rigidité. Cette lecture inversait ainsi la perspective. L'autonomie ne menaçait pas la cohérence institutionnelle, elle en constituait le prérequis technique et opérationnel. Le Stillman se refermait sur une évidence. La question n'était pas de choisir entre souveraineté et vigilance, mais de comprendre comment les deux pouvaient coexister dans un cadre bâti sur des preuves, des procédures et une capacité collective à ajuster le rythme du terrain. L'autonomie bascula d'un coup. Au milieu de l'opération, un détail en apparence anodin devint déterminant. Pour la première fois, les armées sahéliennes synchronisèrent leurs frappes, leurs déplacements et leur correction en temps réel sans dépendre
d'aucune architecture extérieure. Ce n'était plus une mosaïque de réactions, mais une chaîne continue, presque organique, où chaque geste répondait instantanément au précédent. Les drones maliens guidaient, les unités nigériennes verrouillées, les batteries de Burkinabé à ajuster. Le désert cessait d'être un handicap historique pour devenir un multiplicateur de cohérence. C'est dans cette cadence nouvelle que la compréhension du conflit changea. Là où l'on anticipait l'éparpillement, surgissait une unité fonctionnelle. Là où l'on craignait des retards, apparaissait une précision de quelques secondes. Là où l'on imaginait une dépendance durable, se révélait une méthode strictement sahélienne. À cet instant, Ibrahim Traoré comprit que la bataille ne relevait plus des anciens modèles. La région évoluait selon sa propre logique, éprouvée sur son propre terrain. Le midpoint reveal devenait limpide. L'autonomie n'était plus une aspiration future, mais un état opérationnel déjà installé, capable de modifier l'équilibre, la vitesse et la confiance de l'ensemble du dispositif en un seul mouvement cohérent. Les retombées de l'offensive sahélienne se déployèrent rapidement, révélant une recomposition profonde dépassant largement le champ militaire. Elles touchèrent à 4 sphères distinctes: étatique, économique, sociale et régionale, chacune absorbant la victoire à son rythme et selon ses propres fragilités. Pour l'État burkinabé, la première transformation fut institutionnelle. L'administration, longtemps paralysée par l'insécurité et les urgences répétées, retrouva une continuité que l'on croyait perdue. Les priorités diplomatiques se réorganisèrent autour d'une cohérence interne plus affirmée, moins dépendante des injonctions extérieures. Sous l'impulsion d'Ibrahim Traoré, les axes stratégiques se recentrèrent sur la défense locale, la maîtrise technique et la reconstruction d'un récit commun. Le pays passa d'un mode réactif à un mode structurant, où les décisions n'étaient plus dictées par les délais imposés, mais par une lecture stabilisée du terrain. Sur le plan économique, l'effet fut paradoxal. Là où certains anticipaient une contraction, les indicateurs révélèrent au contraire une stabilisation progressive. La baisse des attaques, la cohérence institutionnelle retrouvée et l'amélioration des communications créèrent un environnement plus lisible pour les acteurs locaux. Dans l'arc sahélien, une nouvelle génération de start-up apparut: cybersécurité, logistique désertique, cartographie radio, micro-drones, directement inspirés des besoins révélés par l'expérience AES. La victoire démontrait qu'un territoire débarrassé de l'incertitude permanente pouvait générer ses propres moteurs de croissance. Les flux commerciaux, autrefois erratiques, retrouvèrent une régularité discrète mais palpable. Pour les populations, les conséquences furent d'abord émotionnelles avant d'être matérielles. Dans les villages du Nord, un sentiment de dignité retrouvée se propagea. Les déplacés commencèrent à revenir, motivés par la réouverture des routes et la diminution des attaques. Les écoles improvisèrent des modules autour de la doctrine intelligence, mobilité, unité, preuve que la victoire n'était plus seulement un événement militaire, mais une base éducative et civique. Les marchés reprirent forme, les heures d'activité s'étendirent, et les communautés redécouvrirent une temporalité plus prévisible. Le quotidien, autrefois gouverné par la peur, se recomposait autour d'une normalité fragile, mais réelle. Au niveau régional, les liens entre le Mali, le Niger et le Burkina Faso se renforcèrent. Une structure de sécurité ancrée à Niamey plutôt qu'à Paris ou New York prit forme pour harmoniser doctrine, infrastructure et vigilance commune. Une nouvelle logique géopolitique se dessinait. Le centre de gravité décisionnel se déplaçait vers les capitales sahéliennes elles-mêmes. Cette recomposition inspira discrètement d'autres pays africains qui voyaient dans cette autonomie un modèle possible de souveraineté locale fondé sur la cohérence plutôt que sur l'imitation. À travers ces 4 dynamiques, une évidence s'imposa.
la victoire tactique n'avait été qu'un déclencheur. Le véritable basculement résidait dans la capacité du Sahel à redéfinir ses institutions, ses attentes, ses comportements et sa place dans la région. Une transformation suffisamment profonde pour s'inscrire dans le quotidien. À l'issue de la victoire de Tindiban, trois trajectoires possibles commencèrent à se dessiner pour les mois suivants. Elles ne relevaient ni de la spéculation ni de la prophétie. Elles traduisaient les conditions réelles qui détermineraient la stabilité du Sahel en combinant promesses, risques et marge d'action institutionnelle. Les 6 à 12 prochains mois ne seraient pas une simple prolongation de l'offensive. Ils constitueraient un test de cohérence, un terrain où la discipline collective compterait davantage que les exploits militaires. Trajectoire probable, base case. Dans ce cadre, l'alliance resterait fonctionnelle et ses communications, stabilisées pendant l'opération, continueraient de réduire les ruptures tactiques. Les réformes économiques avanceraient prudemment, portées par les startups émergentes et par la diminution progressive des attaques. Ce scénario suppose cependant un risque majeur, la fatigue institutionnelle. Trop d'urgences simultanées pourraient disperser les ressources, affaiblir la continuité administrative et réintroduire les lenteurs caractéristiques de l'ancien baseline. La stabilité serait possible, mais conditionnée à une vigilance soutenue. Trajectoire optimiste. Dans l'hypothèse la plus favorable, la doctrine sahélienne, intelligence, mobilité, unité, deviendrait un modèle régional susceptible d'influencer d'autres pays africains. Les coopérations sud-sud s'intensifieraient, notamment dans la cybersécurité, les infrastructures locales et les technologies légères. Les partenariats internationaux se rééquilibreraient, ils seraient moins marqués par la dépendance, davantage fondés sur une autonomie acquise sur le terrain. Ce scénario requiert toutefois un environnement extérieur moins hostile, ainsi qu'une gouvernance interne suffisamment stable pour maintenir l'unité face aux pressions et aux rivalités régionales. Trajectoire fragile. Dans la version la moins favorable, les divergences politiques entre les gouvernements sahéliens pourraient ressurgir. Les circuits de désinformation exploiteraient la crainte d'une concentration excessive du pouvoir militaire, fracturant la cohésion acquise pendant l'offensive. Les investisseurs se retireraient, les liaisons opérationnelles se dégraderaient et l'élan institutionnel retomberait. La victoire de Tindiban risquerait alors de devenir un mythe statique plutôt qu'un socle durable. Ce scénario rappelle une vérité simple. Une puissance récemment consolidée attire autant de résistance qu'elle crée d'opportunités. Entre ces trois trajectoires, une recommandation domine. Penser en conditions, non en certitude. Si la discipline administrative se maintient, si les priorités restent alignées, et si les communautés locales continuent de s'approprier le récit commun, alors la stabilité sahélienne pourrait se solidifier sans dépendre des fluctuations extérieures. Pour une partie du public, la victoire sahélienne d'octobre 2025 ne se résume pas à une opération militaire réussie. Elle agit comme une leçon de résilience. Ceux qui observaient le Sahel avec scepticisme découvrent soudain qu'un territoire longtemps décrit comme vulnérable peut, en se réappropriant ses décisions, redéfinir sa trajectoire. Ce renversement invite à repenser les relations entre puissance locale, autonomie et capacité institutionnelle. Ce n'est plus la dépendance extérieure qui structure l'avenir, mais la cohérence interne. Pour d'autres, plus inquiets, la transformation ouvre une interrogation différente. Ils se demandent si un modèle né de l'urgence pourra résister au temps long. Ils redoutent que les avancées techniques et tactiques ne suffisent pas si le tissu social, les institutions civiles et les circuits économiques
ne parviennent pas à intégrer le rythme nouveau imposé par l'opération. Leur perspective rappelle que la durabilité se construit dans l'ordinaire. Routes qui rouvrent, écoles qui enseignent de nouveau, marchés qui retrouvent une temporalité lisible. Les pragmatiques, eux, lisent l'événement comme une démonstration méthodique. Pour eux, la victoire ne tient pas seulement à la coordination militaire. Elle repose sur la capacité d'un territoire à transformer des contraintes répétées en leviers d'organisation. Ils voient dans l'offensive une matrice applicable à d'autres domaines: gouvernance locale mieux articulée, infrastructures techniques stabilisées, apprentissage collectif diffusé dans les communautés. Leur intérêt porte moins sur le spectaculaire que sur la reproductibilité du modèle. Ces trois, ces trois regards, sceptiques, inquiets, pragmatiques, montrent que le public n'assimile pas l'événement de la même manière, mais qu'il en perçoit la portée. Et tous convergent vers une même intuition. Le Sahel a démontré qu'un territoire peut redéfinir son propre futur dès lors qu'il parvient à relier technique, cohérence et récit partagé. Pour transformer une victoire ponctuelle en architecture durable, l'Alliance sahélienne devait avancer selon une méthode claire. Ibrahim Traoré en avait posé les fondations: agir par étapes mesurables plutôt que par intention générale. Dans ce cadre, la stabilité ne dépendait ni d'un symbole ni d'une proclamation, mais d'une séquence précise de gestes techniques, administratifs et sociaux. Harmoniser les forces armées immédiat, transmission. Les armées du Burkina Faso, du Mali et du Niger devaient aligner formation, protocole et communication. L'objectif: consolider un socle commun capable d'agir sans appui extérieur. La mesure du succès tenait à la rapidité des exécutions et à la solidité des transmissions sous pression. Stabiliser les axes libérés, ingénieurs, 3 à 6 mois, activité locale. Les corridors autrefois marqués par les attaques devaient se transformer en routes agricoles et logistiques. Le critère: reprise des marchés, circulation accrue, incidents réduits. La prévisibilité devenait un élément central de la reconstruction. Renforcer les infrastructures numériques, équipes techniques continues, résilience. Les réseaux chiffrés testés pendant l'offensive nécessitaient un renforcement constant. Antennes adaptées, protocoles mis à jour, outils résistants aux perturbations. Autant d'éléments permettant de préserver l'autonomie opérationnelle. Prévenir les tensions sociales, collectivité, 12 mois, participation, programmes civils, initiatives culturelles, échanges entre régions frontalières. Il s'agissait d'empêcher le retour des fractures anciennes. La réussite se lisait dans l'implication communautaire et la baisse des tensions. Instaurer une coordination permanente, gouvernement, structure dédiée, continuité. Un conseil régional devait gérer crise, diplomatie et infrastructure. L'efficacité se mesurait à la permanence des décisions et à la rapidité des réponses. Ainsi se dessinait la méthode sahélienne: bâtir, relier, sécuriser, transmettre, une architecture qui ne tenait que si les institutions maintenaient la discipline initiée par Ibrahim Traoré. Lorsque le vent retomba sur Tindibon, le paysage semblait étrangement familier. Les dunes, les traces effacées, et ce même silence que les commandants avaient partagé des mois plus tôt dans la salle nue de Ouagadougou. Le motif revenait: une carte usée, une lumière fragile, quelques hommes rassemblés autour d'un terrain qu'ils tentaient de comprendre avant de le défendre. Cette fois, pourtant, quelque chose avait changé. Ce n'était plus l'incertitude qui guidait leurs gestes, mais une méthode transmise, éprouvée, consolidée. Ibrahim Traoré, en posant une main sur le sable encore tiède, n'y cherchait pas une victoire. Il y mesurait la profondeur du chemin accompli, le passage d'un territoire longtemps sous pression à un espace redevenu lisible.
Dans les villages alentours, les tambours résonnaient pour les vivants, non pour annoncer un danger. La joie restait retenue, presque grave, comme si chacun savait que la souveraineté exige vigilance autant que courage. Mais une chose était désormais ancrée, une mémoire collective, une manière de se tenir face au terrain, une lente réappropriation du futur. Et au cœur de cette recomposition, une phrase flottait, simple, presque évidente. La force n'élève que lorsqu'elle relie. La victoire de Tindiban n'appartient plus seulement aux états-majors. Elle circule désormais dans les récits que l'on se transmet, dans les gestes simples qui structurent le quotidien, dans l'attention nouvelle portée à ce qui peut être construit plutôt qu'attendu. Le Sahel révèle qu'une souveraineté durable ne se décrète pas. Elle se discute, se partage, s'affine au contact des communautés qui la portent. Dans les écoles, les marchés, les villages frontaliers, l'autonomie acquise ne vaut que si elle continue d'être interrogée. Les signes de fatigue, les risques de dispersion ou les tensions naissantes ne doivent jamais être ignorés. La stabilité n'est pas une ligne droite, c'est un équilibre mouvant qui demande un dialogue constant. C'est pourquoi ce récit n'a de sens que s'il ouvre une conversation collective. Quel modèle voulons-nous voir émerger dans un Sahel qui réapprend à décider? Quelles pratiques devons-nous renforcer pour éviter que l'élan actuel ne se fragmente? Et surtout, comment préserver cette cohérence naissante